Mm. Bonjour Carole, bienvenue sur Bonjour Home Radio. Lélie, Je suis contente de te retrouver sur bonjour ce temps. à toute l'équipe de Home Radio. Oui. Merci d'avoir accepté en tous les cas cette interview aujourd'hui. Donc on s'est déjà rencontrés plusieurs reprises et c'est pour ça que je suis venue vers toi pour t'interviewer parce que je pense vraiment que ton histoire, ton expérience peut aider des personnes qui sont à l'écoute de Home Radio, qui sont voilà, qui sont auditeurs de Home Radio. Ça permettra voilà de aussi de faire connaître ton activité et surtout qui tu es. Quelle personne, quelle belle âme tu es. Donc merci encore à toi. Je voudrais savoir du coup, je vais faire tout de suite le lien avec toi. C'est est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es? Je suis médium channeling et guide angélique et aujourd'hui, après 15 années d'activité de médiumnité continue et de travail au quotidien avec les défunts, je suis aussi donc conférencière, formatrice et auteure. Et depuis 2019, j'ai publié donc des ouvrages pratiques, énergétiques et méditatifs avec les anges gardiens. Voilà. Je suis auteur de 2 oracles sur les anges et un livre pratique aux éditions Erol, Vos anges gardiens pour des guides pour enchanter la vie, avec la volonté vraiment de transmettre à chacun la confiance que lui-même est un être énergétique qui peut se développer et surtout qui peut développer toutes ses antennes de connexion. D'accord. Super. Parce que comme toi, comme moi, comme les gens qui s'intéressent à Home Radio, on a tous eu des expériences de connexion. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on devient, à quoi ça nous sert. Alors, pour certains, pour tout un chacun, bah, pour tout un chacun, ça sert à guider sa vie. Ça sert justement, comme le dit le titre de mon livre, enchanter sa vie. Parce que le but de la vie, c'est quand même de l'enchanter et de la vivre le plus possible avec la joie, le bonheur, la lumière et l'amour, personnel et collectif, c'est-à-dire à la fois dans sa famille, à la fois dans son entourage et à la fois au-delà de ça. Si possible, on pourrait le vivre au niveau de notre humanité. C'est une espérance et ça se vit souvent à de nombreux moments, même si partout autour de la planète, c'est pas toujours le quotidien de ce que les humains savent créer. Mais pour tout un chacun, donc ça donne cette possibilité-là. Et puis pour certains, bah, ça donne un peu plus la possibilité d'aller plus loin, de le conforter en termes d'activité, de métier, de professionnalisation avec évidemment l'intention d'accompagner avec authenticité, honnêteté et résultat les personnes qu'on choisit d'accompagner. Voilà. Alors moi, j'ai eu un long parcours. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Et bien que j'ai commencé à avoir des capacités médiumniques qui se sont développées avec intensité, on va dire, à partir de l'âge de 18 ans et les années suivantes. Je n'ai commencé vraiment à consulter que presque 20 ans après, et je n'en ai fait une professionnalisation effectivement, que 20 ans après. Hum, 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 hum. Pourquoi? Parce que avant, j'avais choisi de construire ma vie, d'être vraiment ancrée, équilibrée, construite matériellement, euh, et que je l'ai fait quand je me suis sentie totalement prête d'accorder tout mon temps, toute ma destinée, toute ma vie à vivre avec les morts au quotidien. Et Ouais. surtout vivre avec les personnes qui traversent les deuils au quotidien. Parce que là, du coup, Voilà. tu vas accompagner les familles, c'est ça? Comment ça se passe d'ailleurs une consultation chez toi? Alors, une consultation, ça se passe avec donc l'arrivée des personnes. Au départ, enfin, au moment de la prise de rendez-vous, je demande aux personnes si elles viennent pour un deuil ou pour
une évolution personnelle. Souvent, ça peut être les deux, on va dire, puisque de toute façon, quand on fait une connexion avec les défunts, on a toujours des messages d'évolution personnelle. Et si c'est le cas, dans tous les cas, de toute façon, je ne demande pas de questions au moment de la prise de rendez-vous, ni au moment de commencer le rendez-vous, parce que quand les personnes arrivent, donc on se présente, ils vont me donner des photos ou pas forcément de photos en fonction des éléments dont ils disposent. On essaie de voir les défunts principaux pour lesquels le rendez-vous peut avoir lieu. Et en fait, euh, voilà pourquoi je ne pose pas de questions au départ du rendez-vous, parce que ce n'est pas moi qui vais choisir ni la personne d'ailleurs, de comment on va démarrer le rendez-vous, mais ce sont les défunts qui choisissent. Comment ils se manifestent à toi, justement, les défunts? Je ne commence jamais un rendez-vous par une question de la personne. Je commence d'abord par la connexion avec l'âme des défunts Mm, et je donne en premier lieu toujours l'information sur la manière dont les défunts sont décédés, pourquoi ils sont décédés ainsi et par quoi ils veulent commencer. Et donc c'est eux qui choisissent. Avec les mm, défunts, euh, on n'est pas dans, d'ailleurs, comme d'ailleurs avec l'énergie ou avec le travail énergétique, le travail avec l'invisible. On n'est pas dans un contrôle, mm, on est dans une ouverture du cœur et dans une ouverture de disposition à recevoir quelque chose qui va nous apporter des cadeaux, nous apporter des émerveillements, nous apporter des prises de conscience. mm, 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 Alors, les défunts, comment ils vont se manifester? Bah, moi, aujourd'hui, je veux dire, où je prends la photo, où je prends le nom du défunt, je commence à me concentrer euh, par des inspires et des expires de manière intérieure et silencieuse pendant un certain temps. Ça va dépendre de la fréquence du défunt. Des défunts peuvent venir très vite, d'autres vont venir à leur rythme. Chacun vient à son rythme, en fait. Donc, certains défunts viennent très, très vite. D'autres prennent un peu plus de temps. Certains défunts vont commencer immédiatement par les derniers instants de leur vie, ou certains défunts vont commencer par un message qu'ils veulent d'abord donner à la personne. Et moi, donc voilà, je m'intériorise, j'inspire, j'expire, etc. Et à un moment donné, quelque chose s'enclenche. Et personnellement, je fonctionne en médiumnité auditive et visuelle, mais beaucoup plus auditive, c'est-à-dire qu'immédiatement, je vais entendre des messages qui vont être accompagnés effectivement d'images. mm, 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 mm. Alors comment ils se manifestent? Bah, ils sont là de toute façon. Ils sont là même souvent bien avant le rendez-vous, c'est-à-dire qu'à partir du moment et même bien avant la prise de rendez-vous, parce que certains défunts, par exemple, vont dire dans leur message au départ, ah ben avec tout le temps que j'ai mis pour faire qu'il a fallu et le nombre de personnes qu'il a fallu avec lesquelles il a fallu que je rentre en contact pour que tu arrives devant moi en consultation. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a même des cas où, en fait, les défunts, sachant que la personne traverse tellement un chagrin important et un parcours où c'est difficile de sortir de la situation de drame du départ, du voilà, de la mort ou autre, avec parfois une incrédulité sur ce qui peut se passer, que les défunts cherchent aussi à entrer en contact pour apaiser, pour donner, manifester leur présence, rassurer et donner des messages. Voilà. Est-ce Mais que tu sinon, as... Ah, sinon, pardon. ça peut être une démarche volontaire de la part des personnes, voilà quoi. Mm, mm. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils se manifestent des fois bien avant la prise de rendez-vous. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, justement, je pense que les auditeurs ont besoin de savoir quels sont les signes qu'ils peuvent observer autour d'eux pour ressentir un défunt, par exemple?
Alors, les principales manifestations de défunts sont des manifestations qui passent par les sens que nous avons, par la perception de nos sens. Et les défunts se manifestent facilement par euh, donc, comme ils sont sous forme énergétique et sous forme d'ondes, on va dire, énergétiques, ils se manifestent par la manière dont les ondes peuvent se révéler. Donc, ça va être soit une vibration qui va se manifester par, c'est toujours une vibration, bien sûr, qui se manifeste soit par sous forme de courant d'air, c'est-à-dire qu'ils vont bouger les éléments de la matière pour pouvoir se faire ressentir. Donc, ça peut être un courant d'air, ça peut être un claquement de porte, ça peut être un souffle qu'on ressent, ça peut être une caresse, un enveloppement. Moi, très souvent aussi, quand je ressens les défunts devant mes clients et que quelque chose d'important va être dit et que je sais que ça va vraiment ouvrir la conscience des gens, j'ai une chair de poule qui se met à venir de manière très, très forte. Tout ça, donc, ce sont des manifestations par le toucher, par le sens du toucher. Alors ça, c'est assez compliqué parce qu'en vérité, en tant qu'humain au quotidien, certaines personnes ne sont pas très sensibles au toucher. C'est pas un sens qu'on pratique spontanément, facilement dans la journée. Alors, assez facilement chez nous, mais quand même, en tout cas, c'est pas un sens auquel on fait attention euh, C'est vrai. de de manière spontanée. Or, bien souvent, ils se sont souvent manifestés dès qu'ils sont morts de cette manière-là, mais ça ne veut pas dire que parfois les personnes ne les ont pas ressentis. Après, leur onde vibratoire va se manifester par les vibrations de la lumière, puisque forcément les défunts utilisent ça. Et donc, ça veut dire que ils vont pouvoir allumer des lampes dans une pièce. Une ampoule va se mettre à clignoter de manière très très importante alors qu'il n'y a aucun phénomène électrique de panne ou d'autre chose dans la pièce, évidemment, on est bien d'accord avec ça. De la même manière que quand le courant d'air se manifeste, il n'y a aucune porte ouverte, aucune fenêtre ouverte, aucune situation qui fait courant d'air, sinon évidemment, bon, c'est pas forcément un défunt. Ils vont se manifester par des phénomènes donc de lumière, des phénomènes, donc une lumière peut apparaître dans la pièce, des gens vont pouvoir voir d'un coup une auréole de lumière, quelque chose apparaître, un cercle de lumière ou même une silhouette lumineuse. Ça peut aller jusqu'à ce niveau-là. Et aussi, bien sûr, tous les phénomènes électriques qui sont liés à la lumière, mais qui sont plutôt électriques. Donc, ça veut dire la mise en route de tout ce qui est électrique. Et pourquoi les défunts utilisent les instruments électriques? Parce que pour eux, c'est très facile en termes d'ondes de se mettre sur les fréquences électriques et de pouvoir entraîner la manifestation d'un phénomène qui va signifier leur présence. Donc, ça veut dire la télé qui va se mettre à s'allumer de manière impromptue alors que ce n'était pas prévu, l'ordinateur qui s'allume ou alors vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur et quelque chose apparaît à l'écran, voire quelque chose s'écrit carrément sur l'écran. La manifestation d'un four, qui s'allume, des grésillements que vous entendez sur la radio. Et voilà, les utilisations des ondes de radio, les ondes électriques, pour faire passer la présence. En tout cas, c'est bien, ça va permettre justement aux personnes d'être peut-être un peu plus attentives à toutes ces manifestations qui peuvent venir à elles. Après, il y a aussi les manifestations sous les formes d'odeurs qui sont Mm. très Oui, c'est vrai. importantes Mm. parce qu'elles sont significatives, les odeurs de la reconnaissance du défunt. Donc, ça peut être une odeur de tabac particulier quand si le défunt fumait certaines cigarettes, certains tabacs, etc. Ça peut être la manifestation d'un parfum. Mm. Et et ça, c'est très caractéristique, puisqu'un parfum, ça se reconnaît de manière spontanée et on a tous des mémoires incrémentées des odeurs de personnes, même si on ne le fait pas attention. Mais au moment où on va sentir cette odeur-là, on sait exactement la reconnaissance qu'on a de la personne. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'ai une anecdote très intéressante à,
témoigner d'une cliente que j'ai accompagnée longtemps et même et même sur son chemin ensuite de fin de vie et même au-delà. Et même, c'est une cliente aujourd'hui qui est décédée, donc je peux en plus dire que l'accompagnement, il est avant, après, Mm. pendant et après. Mais en tout cas, la première fois qu'elle est venue me voir, elle était venue parce qu'elle avait de la peine à se remettre du décès de son père, qui l'avait beaucoup marqué euh, des années auparavant. Et parfois, on a un deuil qu'on traverse, voilà, de manière, j'allais dire, protocolaire, administrative, parce qu'on sait tous qu'on va traverser le deuil, notamment par exemple de ses parents. Et c'est dans la logique des choses, donc on fait ce qu'on doit faire, on est un bon enfant, on règle les choses, on fait que ça se passe, on a des frères, des sœurs, ça, on traverse le deuil, etc. Mais en vérité, on n'a pas forcément manifesté tout ce qu'on vit intérieurement et toutes les émotions qu'on traverse de ça. Et c'est que des années après que ces aspects-là peuvent se manifester parce qu'on va traverser quelque chose dans notre vie qui nous fragilise plus ou qui nous met en émotion ou qui nous fait nous rendre compte qu'on n'a pas réglé la question de ce deuil en vérité. On pense qu'on l'a réglé parce que c'est fait, tout s'est passé comme ça devait se passer, les papiers sont réglés, etc. Mais est-ce qu'on l'a réglé psychiquement? Mm. C'est pas toujours le cas. Donc, il y a besoin parfois de venir se mettre au clair et des années après même de réfléchir à tout ça. Et elle était un peu circonspecte sur ce que ça pouvait lui apporter ou autre. Et, elle était donc venue, c'était la première fois que je la voyais, et donc on avait eu la consultation. Voilà, je lui avais transmis les messages, je sentais qu'elle était très à l'écoute, mais très en interrogation et très étonnée par ce qu'elle recevait. Et parfois, quand c'est comme ça, les personnes peuvent se dire, bah, est-ce que c'est vraiment mon père? Est-ce que c'est vraiment mon défunt? Est-ce que c'est vraiment la personne qui... Bon, on peut me dire ça parce que le médium a des capacités perceptives de lecture, mais est-ce que c'est vraiment mon défunt? Et je me souviens très bien qu'à la fin de la première consultation, elle s'était levée, elle avait pris son sac pour ranger ses affaires, et très souvent, comme ça, à la fin, parfois, donc les défunts sont toujours là, bien sûr, jusqu'à la fin que je raccompagne les personnes, et parfois, ben, ils restent même encore un peu dans le bureau, même ils m'accompagnent la journée, mais en tout cas, voilà, ils sont là. Et elle rangeait ses affaires. Et quand elle a... Et j'ai reçu quelque... Et très souvent, comme ça, quand c'est comme ça, les défunts, des fois, renvoient un dernier message. Ou des fois, parfois, même avec certains défunts, je leur dis, allez, donnez-moi quelque chose vraiment... allez, top, là. Top 5 top, vraiment, le top numéro un, que c'est vraiment... un petit cadeau, voilà. J'aime bien leur dire, allez, on fait un petit cadeau, donnez-moi quelque chose de super, hein, extraordinaire. Et là, je lui dis, ah, au fait, votre papa, il vous remercie pour le parfum que vous avez mis avant de partir. Et elle me regarde, elle tombe le sac, elle me dit, comment ça? Je dis, ben, votre père, il me dit, merci pour le parfum que tu as mis avant de partir. Et là, évidemment, quand c'est comme ça, parce que c'est tellement l'émerveillement, on touche tellement quelque chose de profond que souvent les personnes, ben, naturellement, les larmes leur viennent aux yeux et ils se mettent à couler, quoi. Et elle me dit, quand je suis partie pour votre rendez-vous, j'ai ouvert une bouteille de parfum que mon père m'avait offert il y a plus de 20 ans, dans lesquelles il ne reste que le fond, et j'ai mis 3 gouttes près de mon cou, près de Mm. mon oreille. D'autant que quand je lui avais dit, il vous remercie pour le parfum que vous avez mis, j'avais fait le signe de me frotter le cou. Mm. Parce que souvent, les défunts Incroyable. accompagnent le message de la gestuelle. Et donc, elle me dit, je l'ai mis exactement 3 gouttes derrière mon oreille. Et j'ai pas ouvert cette bouteille depuis qu'il est décédé, parce que je voulais conserver les dernières gouttes de la Incroyable, hein. bouteille depuis qu'il est mort. C'est incroyable. Voilà. Et donc, bah, c'était quelque chose de très, très fort, quoi. Donc, les odeurs, très important. Voilà. Mm.
Maintenant, dans les signes avec les défunts, ce qui se passe, et je le dis pour les auditeurs, il faut avoir confiance que vous allez forcément avoir des signes à partir du moment où vous êtes en amour, en reliance, en patience, en confiance avec votre défunt. Le problème qui se passe, c'est que très souvent, les personnes, forcément, au moment du deuil, sont dans une émotivité telle, dans une secousse parfois telle, surtout quand il y a des deuils violents. Subi et soudain, que l'émotivité, le chagrin, le débordement de la peine fait que ça coupe, enfin, ça masque tout ce qui est reçu dans les premiers jours, les premières heures qui suivent le décès. Voilà, il faut que les auditeurs sachent bien que les 3 jours qui suivent le décès sont la période pendant laquelle il est très facile pour les défunts de rentrer en contact parce qu'ils sont encore entre les mondes, entre les plans. Et très souvent là, qu'est-ce qui se passe? C'est les jours où les gens sont complètement accaparés par la partie matérielle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le cercueil qu'il faut qu'on prenne? Les uns et les autres qui se mêlent au milieu de tout ça, les frères et sœurs ou les conjoints, les machins et tout. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et où est-ce qu'il faut qu'on l'enterre? C'est-à-dire tout un tas de trucs dont le défunt, en vérité, n'a strictement rien à faire parce que de toute façon, on va s'en occuper, c'est obligé. Et la cérémonie, et qu'est-ce que je vais mettre, et patati, là. Mais bon, c'est pour ça que des fois, je dis aux gens, préparez votre mort avant, laissez vos consignes, comme ça, les gens, vous allez les libérer de tout ça, et ils sauront la to-do list qu'il faut faire au bon moment, et au contraire, ils se concentreront sur le contact et sur ce moment qui est un moment de renaissance dans l'invisible, qui est un moment de nouvelle naissance dans d'autres plans. Donc c'est une grande joie pour l'invisible, pour les plans subtils et les plans éthériques d'accueillir une âme. Comme nous, c'est une grande joie quand on accueille une naissance. Et on sait que c'est un moment subtil, un moment, les premiers jours d'un nouveau-né, c'est les moments de magie, d'émerveillement où il se passe des dizaines, de centaines de choses, comme des tas de fleurs qui s'ouvrent comme ça. Et là, au moment où nos défunts partent, c'est de cette manière-là qu'on devrait vivre ça, c'est-à-dire comme leur nouvelle naissance à eux et tout ce qui se passe de merveilleux pour eux, de contact, de les accompagner, de visualiser des chemins de fleurs, des chemins de lumière, tout ce qu'on veut mettre, plein de belles choses pour les laisser aller vers cette nouvelle naissance et vivre avec eux ce moment-là de passage. Et non, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain? On est complètement accaparé par le protocole, le machin, le truc, quand on n'est pas accaparé par les disputes qui se mettent Hmm. immédiatement en place, Ouais, malheureusement, ouais. oui, dans les familles de plus en plus. Voilà. Bon, mais soyez sûrs que c'est vraiment à ce moment-là, dans cette période-là, que les défunts sont les plus en capacité vraiment Hmm. d'être en présence et de donner immédiatement des signes de sécurité, de rassurance que ça va, que voilà, ou qu'est-ce qu'ils ont besoin, ou quoi d'autre. Bon. Et après, bien sûr, ils vont continuer à envoyer les signes, mais il faut tenir compte de cet instant privilégié. Ah, c'est important que tu le précises. C'est important. Et puis c'est vrai que dans certaines cultures, on fait la fête hein, le jour d'un enterrement. Dans Bien certaines sûr, cultures, bien on sûr. chante, on danse le jour d'un. C'est vrai que ça dépend des cultures, mais tu as raison, nous, en tout cas en France, on est plutôt dans dans le protocole. Je suis d'accord avec toi. Et la petite information que tu as donnée, c'est vrai qu'elle est très intéressante aussi, le fait de prévoir soi sa propre mort pour alléger en fait la famille, faire une petite liste de choses à prévoir. Comme ça, c'est vrai que la famille va juste suivre la to-do list et du coup, je trouve que c'est assez sécurisant de, de pouvoir savoir exactement ce que la personne souhaitait pour elle. Donc, c'est bien de le préciser. Merci, Carole. Alors, c'est de plus en plus vrai, d'autant qu'on vit de plus en plus en société où les familles sont distanciées, Hmm. où les familles sont recomposées. Oui, c'est vrai. Donc, ça crée d'autres contraintes aujourd'hui d'harmonisation de tout le monde au moment du décès. Or, il est en train de se jouer souvent un catharsis à ce moment-là, c'est-à-dire que dans une fratrie, personne ne va vivre le décès de son parent de la même manière.
Mm. Quand on perd un enfant, aucun des parents ne vit la chose de la même manière. Donc, c'est forcément. Alors, un enfant ne peut pas prévoir sa mort, ça c'est bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau, en tout cas, quand la mort peut être attendue, quand elle est attendue, c'est-à-dire quand elle résulte d'une situation de maladie, de longue maladie. Quand elle résulte d'une situation, bon, de vieillesse, on sait qu'on a fait son temps à peu près, via un temps où ben, on sait qu'on va partir, c'est évident. Enfin, en tout cas, il ne faut pas se le masquer ni le fuir. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du cycle de l'âme. Donc, quand on est déjà dans le privilège de ces situations-là, car je dis que c'est un privilège d'accompagner quelqu'un à la mort et dans une longue maladie, même si la plupart des gens disent c'est infernal, on en a marre qui souffre, etc., etc. Croyez-moi que c'est une chance parce qu'on a le temps de préparer les choses. On a le temps de se dire des essentiels. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Mm. On a Mm. le temps encore de se dire de l'amour. On a le temps de régler des choses. Et elle, la personne, elle peut dire, moi, je veux ça, je veux ça. Ce qui évite à la fin de se dire, bah, est-ce que c'était un enterrement? Est-ce que c'était une incinération qu'il aurait voulu? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Etc., etc. Et au contraire, on va se concentrer sur tout ce qui concerne l'amour, le véritable amour. Évidemment, quand on n'a pas le temps, c'est beaucoup plus Mm. compliqué. Ouais, complètement. Un petit mot pour terminer cet échange, Carole, pour nos auditeurs. Ce serait un petit mot directement à eux. Qu'est-ce que tu leur dirais? Et c'est spontané, hein? Je leur dirais que depuis maintenant 15 ans que je vis cette vie et que avec joie, avec passion, euh, avec enthousiasme d'accompagner tout le monde dans ces passages-là. J'ai traversé tous les types de morts, de la plus douce à la plus violente, à la plus excessive, jusqu'aux morts des attentats. J'ai eu beaucoup de clients qui ont eu des décès dans les attentats de 2015. J'ai eu beaucoup d'accompagnement de décès d'enfants décédés. Il y a eu un film qui a été fait là-dessus sur mon travail par un DVD d'Ebovska Productions sur ce travail spécifique des âmes avec les enfants. Je leur dirais en tout cas, et tout bien sûr les deuils les plus courants de la vie courante, suite à des maladies, suite à des accidents, suite à des situations de choc, de crise cardiaque, enfin, bon. Mm. La vie n'a pas d'imagination sur tous les types de morts. Je leur dirais, ayez confiance que quelle que soit la manière dont les gens partent, ah oui, deux choses, que la manière dont les gens partent est en lien avec la trajectoire de la vie. Il y a un rapport entre la manière de mourir et la trajectoire de la vie que l'on mène, ce qui veut dire pour les auditeurs, pensez bien à la trajectoire du chemin de vie que vous faites, car il y aura une correspondance énergétique au moment du départ. Et la deuxième chose, c'est que quel que soit le départ, aussi violent qu'il soit ou autre, il y a toujours après, de toute façon, le temps de l'apaisement, le temps de la reconstruction, le temps de la régénération, de la réparation, la présence. Et donc, soyez sûr que vous continuez à être aimé, soyez sûr que les liens d'amour et les liens de présence ne s'éteignent jamais et que quelle que soit la personne qui s'en va, c'est aussi accepter la liberté de son cycle d'âme, mais en tout cas, l'amour, la présence sera là et l'amour continuera. Ah, merci à toi, Carole. Ces mots résonnent, je pense, au fond de chaque cœur. Ça fait tellement de bien. Merci beaucoup pour ces mots. Merci d'avoir accepté ce temps. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver sur les anges aussi, sur un autre moment. Je t'embrasse. Et puis, bah, écoute, aux prochaines interviews sur les anges, qu'est-ce que t'en penses? Avec plaisir, Lily, avec plaisir pour toute l'équipe de Home Radio, à laquelle je souhaite un bon développement, une belle croissance qui est déjà sur sa rampe de lancement, donc ça va continuer.
Avec plaisir pour revenir quand tu veux. On peut Oui. parler de sujets spécifiques, un peu plus sur la mort si cette émission suscite des questions derrière, avec volontiers. Et les anges, évidemment, parce que c'est nos chouchous et qui nous aident justement à traverser tout ça avec plus de légèreté, parce que voilà, ils ont une vibration qui emmène dans des volutes beaucoup plus légères. Et on pourra expliquer d'ailleurs ça pourquoi la fréquence entre les anges et les défunts est si différente. Donc avec plaisir, c'est un plaisir pour moi et merci de ta confiance, merci de notre rencontre, merci à la vie. Merci à la vie, merci à toi. À bientôt, Carole. Oh.